C'est étonnant, non? Il est l'heure d'entendre le cri de vengeance de la société française représentée par monsieur le procureur général de la République des proches françaises. Ça va saigner. Ça va saigner. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. Avant d'en venir à mon réquisitoire proprement dit, je tiens à souligner, à l'intention de mon honorable confrère, maître Louis Rego, que je vais me permettre d'émailler mon propos de quelques citations littéraires qui, pour être comprises, demandent de la part de l'auditoire un minimum de culture générale. Je dis cela, cher maître, afin que vous ne vous croyiez pas obligé d'interrompre pour moi la lecture de la version portugaise en bande dessinée de Goldorak contre Rintintin que vous avez commencé lors de mon réquisitoire d'hier. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Non. Toi, il n'y en a pas tant faire. Moi, pas susceptible. Cela étant posé, mesdames et messieurs les jurés, revenons-en au chanteur hystérique à rouflaquette rétro dont le cas nous préoccupe aujourd'hui. En 1721, voyez, avant même qu'il ait eu le temps d'inventer le fauteuil qui porte son nom, Voltaire, l'inoubliable auteur de Zadig dans le métro, écrivit les lettres persanes de Montesquieu. De cette éblouissante chronique exotico-philosophique, que nous reste-t-il aujourd'hui? Eh bien, mesdames et messieurs... Monsieur le procureur général de la République m'autorise-t-il à l'interrompre un instant? Je vous en prie. Je voudrais seulement vous signaler que les lettres persanes de Montesquieu ne sont pas de Voltaire, mais de Montesquieu. Ah bon? Charles de Secondat, baron de la Brède, et de Montesquieu, qui naquit au château de la Brède, près de Bordeaux, oui, en 1689, et dont l'œuvre principale, L'Esprit des lois, 1748, inspira largement les rédacteurs de la Constitution de 1791, et fut à l'origine des doctrines constitutionnelles libérales qui reposent essentiellement sur la séparation du législatif. Bon, j'arrête, Président. De l'exécutif et du judiciaire, peut-être. Voilà, j'allais le dire. Écoutez, monsieur le juge, je trouve absolument intolérable d'être coupé dans mon réquisitoire, surtout pour entendre de telles contre-vérités historiques. Que nous reste-t-il, disais-je, des lettres persanes de Déroulède? Rien, sinon cette petite phrase que Corneille mit plus tard dans la bouche de Chimène. C'est fou ce que Corneille a pu mettre dans la bouche de Chimène. Comment peut-on être percé? Comment peut-on être persan? Eh bien, aujourd'hui, en 1980, les enfants, vous n'écoutez pas. Hein. Aujourd'hui, en 1980, de la même façon, des individus comme le chanteur hystérique à rouflaquette rétro susnommé n'hésitent pas à proclamer « Comment peut-on être américain ?» Ces gens-là, mesdames et messieurs les jurés, sont littéralement éblouis comme des phalènes par tout ce qui vient d'outre-Atlantique. Les phalènes, c'est les petits papillons. Voilà pourquoi ce triste cire, dans son admiration éperdue pour l'exotisme moderniste et décadent du Nouveau Monde, voilà pourquoi ce triste cire a poussé la trahison jusqu'à renier son patronyme gaulois et aller chercher dans quelques bas-fonds new-yorkais cosmopolites un infâme surnom yankee qui sonne à nos oreilles françaises comme un glas francophobe à nul autre pareil. Ah, vous êtes un beau sagouin, monsieur Claude Labbé. Pardon, monsieur Claude Moine. Monsieur, écoutez, je suis désolé, au cas où mes amis du RPR sont à l'écoute, je tiens à leur exprimer ici, à voix haute, toutes mes excuses. Je suis vraiment désolé, je ne sais comment exprimer la honte qui est la mienne, car il est parfaitement intolérable qu'un procureur fasse des lapsus dans un pays où le Premier ministre n'en fait pratiquement pas. Ah, attention, n'insultez pas le meilleur lapsus de France. Hein. Non, je ne me permettrai pas. Ou alors que Barr, quand il en fait, c'est des lapsus francophiles, c'est les meilleurs. Je le répète, monsieur Mitchell, votre nom infâme sonne à nos oreilles, contrairement à celui de monsieur Lacloche, comme un glas. Pourtant, Eddie Mitchell, vous étiez un bon petit Français jadis, puisque vous avez travaillé dans une banque bien de chez nous, à un âge où tant d'adolescents délinquants vivent à la charge de la société, ou, pire, à la charge de la brigade légère. Et maintenant, on me dit que vous chantez. Je vois même dans votre dossier que vous avez appartenu à une petite chorale qui s'appelait les Chaussettes Sauvages ou les Rats Noirs, je ne sais plus très bien. Mais c'est bien ça, les chorales, monsieur Mitchell. Maréchal, nous voilà. Mais hélas, le démon de l'américanisme s'est bientôt emparé de vous. Et vous vous êtes mis à chanter d'indécentes niaiseries comme Bebop à Lula. Vous ne savez même pas qu'on dit Bebop de Lula et non pas Bebop à Lula. Et maintenant, vous chantez des fadaises immondes qui puent le hamburger et le chewing-gum. Ça s'appelle Rock'n'Roll Star, pas de boogie-vogie. Sur la route de Memphis, je vous fais juge, messieurs les témoins, sur la route de Memphis.
Qu'y a-t-il de plus éloigné de notre beau folklore français que cette chanson sur la route de Memphis? Sur la route de Memphis, goose goose, l'aira, goose goose, c'est insupportable. Quelle horreur. Exceptionnellement, mesdames et messieurs les jurés, je ne vous demanderai pas la tête de l'accusé, je vous suggère plutôt de le condamner à la chaise électrique. He will be proud to die in the American way of death. Amen. C'est étonnant, non?